C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là, c'est le attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 22 de Jeux en Triangle, 22 comme 2022, donc on l'a pas fait dans l'épisode précédent, on va en profiter pour vous souhaiter une très bonne année, et puis pour se la souhaiter entre nous aussi, bonne année messieurs David Hernandez et Geoffrey Stein. Bonne année Geoffrey, Bonne surtout année, la les gars. santé, hein. Ouais, évidemment, toujours. Surtout le football aussi, quand même. Et le football c'est la santé. Ouais, exactement. Oh, j'ai presque envie d'arrêter là-dessus. T'as pas besoin de punchline pour cet épisode. Exactement. Cette année, on la commence pas mal du tout, puisqu'on avait eu Patrick Juillard avec nous lors de l'épisode précédent, et que pour ce nouveau numéro, on a encore un invité. Cette fois, c'est Christophe Lolichon qui a accepté de prendre du temps avec nous. On remercie donc grandement celui qui est actuellement le responsable du pôle gardien à Chelsea. Il en a été l'entraîneur des gardiens, comme il l'avait été à Rennes, entre autres. Il n'est pas en plateau avec nous, mais l'entretien était très riche et vous pourrez le retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Vous en aurez aussi bien sûr quelques extraits dans ce podcast. Vous l'aurez deviné, on a décidé de revenir à un poste qu'on n'avait plus traité depuis l'épisode 3, celui de gardien de but, avec un thème, les meilleurs gardiens du 21e siècle. Alors, il n'y a pas loin de 10 réponses possibles, mais on en a choisi 3 qui incarnent 3 écoles différentes. 2 d'entre eux sont encore en activité, l'autre a pris sa retraite. C'est parti pour une discussion autour de Gianluigi Buffon, Iker Casillas et Manuel Neuer. Qu'on ne s'y trompe pas, ce sont eux les gardiens, pas nous. On ne va donc pas prendre de gants pour parler d'eux. C'est parti pour l'échauffement. On s'échauffe donc tranquillement. J'avoue que Geoffrey nous a vendu un souvenir de folie avec Iker Casillas. J'ai hâte de l'entendre. Lance-toi. Alors, en 2001, j'ai fait un stage à Clairefontaine. Un stage qui était sponsorisé, enfin en gros c'était via Canal. Mes parents étaient abonnés à Canal. Et grâce à ça, c'était Canal et SFR je crois qui organisait ça. Et grâce à ça, j'ai pu faire un stage, c'était vraiment un stage d'été, comme les stages Jean-Michel Larquet qu'on connaissait tous à l'époque. Et donc, stage d'une semaine à Clairefontaine. Et pendant cette semaine-là, Casillas est venu à Clairefontaine pour faire un shooting pour FIFA 2002. Parce qu'en gros, il était sur la jaquette de la version espagnole de FIFA. Et donc là, en 2001, j'avais 11 ans. J'ai pu frapper au but avec Iker Casillas comme gardien. Donc j'avoue, grand souvenir. Mon gars, hyper réservé à l'époque, il était encore tout jeune, il avait 20 piges. Donc tout jeune, hyper réservé. Bon, nous on parlait pas un mot d'espagnol de toute façon, donc on n'aurait pas pu lui dire grand chose. Mais gars sympa au demeurant, tous repartis avec notre petit autographe. Et donc chacun a pu caler sa petite frappe. Bon, la frappe croisée n'a pas trompé sa vigilance, on va pas se mentir. Mais voilà, hyper bon souvenir. Et franchement, grand monsieur. Il semblerait que ça lui ait servi pour la finale de la Ligue des Champions 2002. Ouais, exactement. Il en parlait d'ailleurs en conférence de presse après la victoire. Bon, du coup, j'ai peut-être pas une anecdote du même niveau. J'ai pas fait de frappe à Gianluigi Buffon, personnellement. Mais j'ai quand même un très bon souvenir. Et d'ailleurs, ça te concerne un petit peu, Geoffrey, parce que c'était à l'époque de Foot 365. Transfert de Gigi Buffon au Paris Saint-Germain. Qui est-ce que tu envoies à la conférence de presse de présentation ? Le jeune Arthur Merle, qui va tout guirer, tout content d'aller là-bas. Et donc, très très bon souvenir parce que donc je me présente à l'auditorium pour la conférence de presse de présentation de Buffon. Et j'ai un souvenir très fort de son arrivée dans l'auditorium, donc le lieu de la conférence de presse, de cette espèce de frisson général qu'il y a eu à son entrée, parce qu'il faut quand même, je pense que j'apprends à personne que Gigi Buffon dégage quelque chose de très fort, très charismatique. Donc je me rappelle de ce qu'il dégageait comme ça, les premiers mots qu'il prononce. Voilà, tu l'écoutes, tu t'assois, tu l'écoutes. Donc il y a une minute comme ça où tu redeviens le supporter de foot avant de te remettre à faire ton travail et à taper sa conférence de presse. Mais c'était vraiment un très très gros souvenir de l'avoir vu faire ses premiers pas comme ça dans l'auditorium. Du coup, vu qu'on parle de souvenirs personnels, donc moi j'étais au Brésil en 2014. Ah ouais. J'étais à Allemagne-Argentine, la finale de la Coupe du Monde. D'accord, ok.
Non, plus sérieusement. Moi, c'est plutôt le souvenir de ce match contre l'Algérie à la Coupe du Monde 2014 où on a vu le gardien joueur à son paroxysme, à son summum avec cette position de libéraux. Et alors après, bien sûr, l'Algérie a un peu joué a permis à ce qu'il soit dans cette position en jouant beaucoup retranché dans son camp et en jouant par contre. Mais c'est vraiment la figure même de ce qu'on peut attendre de Manuel Neuer, ce gardien-joueur prêt à mettre des têtes tel un défenseur central ou à sortir, à tacler dans les pieds de l'attaquant. Et c'est ce qui me marque concernant Manuel Neuer, quoi. Alors s'il y en a un que je retiens particulièrement, c'est peut-être Manuel Neuer, parce qu'on a eu l'occasion de jouer une finale de Ligue des Champions en 2012 sur son terrain, une finale que nous avons gagnée. Et beaucoup de gens s'en souviennent, notamment au penalty. Donc les deux gardiens étaient extrêmement concernés par l'issue du match, à la fois Petr Cech et à la fois Manuel Neuer. J'avais tenté d'analyser la routine d'action, de mise en action de Neuer sur les séances de penalty. J'avais vu quelque chose, malheureusement je ne pourrais pas vous en parler parce que j'ai interdiction de le faire. Mais c'était un magnifique duel de gardiens, deux monstres, et on a fini par l'emporter. Et Manuel Neuer, il y a une anecdote qui est très importante, c'est que Manuel Neuer avait eu le courage de pallier à une certaine forme d'absence de volontaires dans l'équipe allemande pour tirer les pénaltys. Voilà, il avait marqué, même si Petr était parti du bon côté. Mais lui, en tant qu'un des leaders de l'équipe, avait tiré. Et c'était le seul joueur que je n'avais pas pu analyser parmi les tireurs de pénalty. Donc on s'était basé sur autre chose. On avait envisagé, mais on n'avait pas d'image de Manuel Neuer. Voilà, donc c'était un petit peu l'anecdote et elle est d'autant plus positive qu'on a fini par l'emporter, cette fameuse Ligue des Champions. Bon, ça fait des très beaux souvenirs. On est en jambes, on peut passer au match. Ça fait un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence avec l'ami Gigi Buffon, 43 ans, encore en activité, Gianluigi Buffon. 1m92. La formation puis le passage en pro se font du côté de Parme, où tout cumulé, il va rester entre 91 et 2001. Ensuite, il part à la Juve en 2001 jusqu'en 2018, puis une pige d'une saison au PSG en 2018-2019, un retour à la Juve pour 2 saisons, et il va boucler la boucle du côté de Parme en 2e division italienne où il évolue toujours. On va commencer par écouter ce que Christophe Lolichon avait à nous dire à son sujet. C'est l'un des monstres à ce poste, hein, à la fois par sa longévité et à la fois aussi par une... Et c'est ce qu'on va retrouver finalement chez ces 3 gardiens et peut-être chez un ou 2 autres dont on ne parlera pas aujourd'hui. C'est ce calme, cette faculté de faire en sorte que la pression glisse sur vous. Et Buffon, issu de l'école italienne, lui par contre, n'est pas un gardien qui jouait très haut, n'est pas un gardien... En plus, il a joué sur un panel de temps très important, donc il a commencé quand les gardiens étaient vraiment des gardiens du but, comme je les appelle, et il a fini sa carrière, ou il est en train de la finir, comme à l'époque où les gardiens sont plus appelés à sortir de leur fameux 5,50. Il s'y est adapté un petit peu, bon, sans sortir trop de ses prérogatives initiales, mais il avait dans la mesure où les équipes italiennes jouent assez bas quand elles sont dominées, il n'avait pas beaucoup d'espace pour sortir de ces fameux 5,50. Et par contre, sur sa ligne, c'était monstrueux. Il a aussi ce sens du ballon, cette capacité à prendre de la place. Il est plus grand que Iker Casillas. Donc il a optimisé à 150% ce qu'il savait faire. Et puis devant lui, en général, il y avait quand même au moins une paire de monstres. Et j'ai toujours ces images, soit grâce à un arrêt de Buffon, soit grâce à un tacle très agressif de l'un de ses défenseurs centraux. C'est comme s'ils avaient marqué un but. Pour moi, son adaptation au jeu moderne, elle n'est pas si évidente. Alors en effet, il y a du mieux, il y a des choses un petit peu plus intéressantes. Mais je le trouve quand même, ça a toujours été quand même un vrai gardien de surface, et ça s'est vu même à Paris. Et en plus, je trouve qu'avec pour le coup, il a évolué à travers les époques, mais il a aussi décliné physiquement un peu dans le même temps. Donc du coup, il y a une forme de...
Ouais, je trouve pas qu'il est hyper bien vieilli comme gardien, Buffon. Autant, voilà, un Neuer dont on parlera après prend de l'âge et on n'a pas l'impression que le poids des années pèse vraiment sur lui. Là, Buffon, on a senti que la fin, ça tirait un petit peu, quoi. Ouais, et puis même au niveau de la Juve, quand la Juve repartait avec le ballon, c'était pas Buffon le premier rampe de lancement, il se donnait souvent le ballon à Bonucci, qui était vraiment le joueur par qui partaient les attaques de la Juve. Et je trouve qu'en fait, comme tu parles de déclin, et je trouve que c'est un peu un mal qu'on retrouve chez les gardiens. En fait, on fait jouer un gardien par rapport à son nom, je trouve. Au PSG, du coup, il est en concurrence avec Areola. Et je trouve que ça a plus desservi Areola, l'arrivée de Buffon, que ce qu'on pourrait dire. Ouais, Buffon, il a apporté son expérience, il lui a montré ce que c'était le haut niveau. Mais cette concurrence qu'ils ont eue avec cette alternance des matchs et les gros matchs qui étaient, entre guillemets, réservés à Buffon, a desservi Areola sur la suite de sa carrière. On l'a souvent critiqué pour ses boulettes et le fait qu'il n'inspirait pas de confiance à ses défenseurs. Et je trouve que c'est vraiment un mal chez les gardiens qu'on va peut-être retrouver chez un autre gardien qu'on parlera plus tard. Mais ouais, ce sentiment de... Vu qu'on est gardien, on peut aller jusqu'à la quarantaine, mais au final, on ne regarde pas vraiment le déclin physique du gardien. Ouais, ce qui fait que du coup, sur les derniers souvenirs, on va pas retenir un très très grand Buffon. Par exemple, à Paris, moi, c'est sa boulette contre United que je vais retenir. C'est un peu dommage, je trouve. Et après, retour à la Juve. Alors pour le coup, je prends un peu le contre-pied de ce que tu dis, parce que quand il revient à la Juve, c'était plutôt Chesney qui était titulaire quand même. Ils ont gardé Chesney qu'ils avaient mis en place, et même à la Juve, il revient dans un rôle de doublure. Donc je pense aux toutes jeunes générations là, qui voient Buffon comme un papy. Comme un papy, forcément, parce qu'il a pris l'âge, mais presque un second couteau. Je trouve que c'est un peu dommage. Peut-être qu'il aurait dû faire ce petit pas vers Parme ou vers un club un petit peu moins ambitieux, un tout petit peu plus tôt dans sa carrière. Bon, après, ça reste une carrière donc longue comme le bras. Il y a une stat, moi, qui m'a impressionné en me penchant un petit peu sur l'intégralité de sa carrière, c'est qu'il y a 5 saisons où il fait au moins 20 clean sheets en championnat. À titre de comparaison, c'est arrivé 2 fois à Neuer et aucune fois à Iker Casillas. Donc ça prouve, d'une part, son immense qualité sur sa ligne, qui est son gros point fort à Buffon. Peut-être aussi, et ça Christophe Lolichon nous en parlait, le fait qu'il a aussi souvent été protégé par des sacrées défenses. Ouais, clairement, il a eu cet avantage-là, et c'est vrai que beaucoup, Christophe Lolichon en parle très bien sur le côté, sa défense centrale compensait certaines de ses lacunes, par exemple dans le jeu aérien. Après, je suis presque étonné, parce que pour l'avoir déjà eu en interview, il utilise beaucoup le terme de goal stopper, Christophe Lolichon, et je trouve que pour le coup, ça correspond très bien à Buffon. Pour moi, des trois, c'est le meilleur goal stopper, c'est-à-dire vraiment sur sa ligne, tous les gestes de gardien. On parle de son envergure, 1m92, beaucoup très rapide aussi à descendre sur les appuis, à aller chercher les ballons en bas. Pour le coup, sur tout ce qui est aller chercher les ballons dans la lucarne ou sous la barre, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai jamais vu. C'est d'ailleurs un souvenir assez douloureux pour les Français. Mais voilà, pour le coup, c'est vraiment... J'ai cette image un peu du gardien un peu rock sur sa ligne. Et cette image justement qui marque... On parle de cette finale de la Coupe du Monde 2006, mais qui marque vraiment toute cette période où il est très très fort. Et la Coupe du Monde 2006, pour moi, c'est vraiment un symbole. Sur cette Coupe du Monde, il est vraiment le meilleur. C'est d'ailleurs pour moi un mini scandale qu'il ne soit pas Ballon d'Or. Parce que c'est le symbole de cette équipe d'Italie ultra solide. Il prend que 2 buts en 7 matchs. Enfin, vraiment, il est impassable sur cette Coupe du Monde. Ouais, et puis c'est aussi cette Coupe du Monde et puis cette fameuse parade sur la tête de Zidane. C'est aussi la fin de... C'est un peu cette image de loser qu'on peut avoir de Buffon. Oui, il a gagné plus de 10 ou 11 titres de champion, etc. Mais il y a toujours ce point noir dans sa carrière qui restera la Ligue des Champions. Et quand tu disais, Arthur... qu'il aurait peut-être dû trouver un club de seconde zone, entre guillemets, bien plus tôt. Je pense que aussi cette cicatrice de 3 finales de Ligue des Champions perdues l'a poussé à accepter le challenge que lui proposait le PSG, parce qu'il l'a lui-même dit chez nos confrères de BeIN, à la base en 2018, il est censé jouer la finale il est censé jouer sa dernière Coupe du Monde avec l'Italie avant qu'il se fasse sortir en barrage, et il pense avant tout à la retraite, et il y a cet appel de Leonardo qui fait qu'il continue,
Et donc, cette volonté d'aller décrocher cette coupe aux grandes oreilles qu'il n'a pas réussi avec la Juve à 3 reprises, dont la plus douloureuse, comme il l'a dit, qui est contre le Milan AC, où au final, lui est héroïque. Il réalise, je crois, deux arrêts pendant la séance des tirs au but. Et au final, c'est la maladresse de ses attaquants et de ses coéquipiers qui fait qu'il ne peut pas soulever cette coupe, quoi. Après, il y a un point que j'aime beaucoup avec Buffon, j'ai commencé à en parler pendant l'échauffement, c'est le côté un petit peu, ce que dégage le bonhomme déjà, et le côté un petit peu romantique de sa carrière. C'est-à-dire que c'est une carrière d'histoire d'amour à chaque fois. Parme, c'est une longue histoire, il y revient. La Juve, c'est une très longue histoire, il les accompagne en Division 2, il y revient. Même la sélection italienne, là aussi c'est une histoire d'amour, il en a été le capitaine de 2010 à 2018. Buffon, je trouve que c'est l'un des rares joueurs où tu as envie de parler, presque avant de parler du joueur, tu as envie de parler de l'homme et du bonhomme, ça devait être dans le vestiaire, et du coup ça a forcément participé aussi à sa légitimité dans tous les vestiaires dans lesquels il est passé. Ouais, très grande classe sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup d'élégance dans sa cage. Et puis forcément en dehors. Moi, quand tu parles justement d'intégration au vestiaire, j'ai cette image quand il est sur la saison à Paris, match au Vélodrome, Mbappé se retrouve remplaçant parce qu'il arrive en retard à la causerie de souvenirs. Donc Tourelle le met remplaçant. Et t'as Buffon qui vient beaucoup lui parler à l'échauffement. Il y a vraiment cette image de... on le sent, il est proche de lui, il le câline, il le cajole. Enfin, ouais, il est très, très physique aussi, Buffon, dans sa relation avec ses partenaires. Beaucoup de sourire, beaucoup de charisme. Enfin, vraiment, il dégage quelque chose d'assez solaire, en effet. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un gardien. On parle beaucoup de la froideur du gardien. Lui, il est très connecté à ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et d'ailleurs, il communique pas mal dessus. Il a communiqué, par exemple, sur sa dépression dans un entretien au Players Tribune, qui est d'ailleurs dispo sur YouTube et qui est hyper intéressant parce que sur tout ce qui est aspect santé mentale et tout, c'est hyper bien d'avoir des personnalités de son acabit qui se prononcent là-dessus et qui disent ce qu'elles ont vécu. Et donc du coup, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui dégage vraiment quelque chose de positif dans le sens où il est très humain en fait. Très très humain, Buffon. Ouais, bah c'est ce qui va contraster un peu avec un Manuel Neuer, c'est que Manuel Neuer, t'as un peu le côté robotique allemand cyborg, et Buffon, t'as toujours cette image de lui, tu le vois sourire, même Mbappé quand la Juve rencontre Monaco et qu'il gagne son duel face à Mbappé tout au long du match, et qu'à la fin du match il vient le voir, il vient le taper dans le dos avec un grand sourire en lui disant presque gamin, je t'ai eu, mais t'as l'avenir devant toi, t'as l'avenir devant toi. C'est vraiment ce qui constitue son aura et qui fait qu'aujourd'hui, oui, on a certes cette image de papy sur le déclin qui veut pas lâcher le steak et qui veut aller jusqu'à 45 ans presque, mais tu as cette image quand même de Buffon rayonnant et pas cette Dolce Vita, mais ce romantisme à l'italienne qui peut le caractériser, quoi. Fini le romantisme à l'italienne, on passe à l'espagnol là, avec Iker Casillas. Iker Casillas, 40 ans, donc c'est le seul gardien des trois qui est retraité. 1m82, plus petit gabarit. Le Real Madrid, où il est formé à partir de 90, il va y jouer entre 99 et 2015, puis une fin de carrière au FC Porto, 4 saisons entre 2015 et 2019. Alors sa fin de carrière avait fait suite à un problème cardiaque, un infarctus, donc ça s'était fini un peu de manière compliquée pour lui. Mais ça a évidemment été un énorme gardien du XXIe siècle. On écoute Christophe Lolichon à son sujet. Iker Casillas ne correspond pas trop à l'école espagnole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le gardien de but espagnol est formé presque autant comme un joueur de champ que comme un gardien de but. C'est un peu la conséquence de l'influence du Barça et notamment de Pep Guardiola. Casillas avait plus un rôle dans son but, mais il avait cette capacité à être d'un calme exceptionnel dans n'importe quelle situation. Son placement n'était peut-être pas toujours judicieux, mais son calme lui permettait de compenser et il était assez désarçonnant pour l'adversaire. Je me souviens d'arrêts décisifs en finale de grande compétition, et Dieu sait s'il en a gagné. Et à ce niveau-là, il générait de la sérénité
au niveau de son équipe. Et ça, c'est un atout majeur. Même si on ne fait pas plus d'1m95, je reconnais qu'à ce niveau-là, Iker a été vraiment exceptionnel, même s'il avait des manques dans le domaine aérien, même s'il avait des manques peut-être dans le jeu au pied, mais il avait une espèce de sens du ballon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il attirait un peu les ballons, Casillas. Et ça, c'est remarquable. C'est intéressant ce que dit Christophe Lolichon sur le fait qu'Iker Casillas ne correspond pas tout à fait à ce qui se fait aujourd'hui chez les gardiens espagnols et donc indirectement ne correspond pas à tous les critères du gardien moderne avec un jeu au pied qui n'était pas extraordinaire. J'avais demandé à Christophe Lolichon pendant cette interview si aujourd'hui il pourrait faire la même carrière. Tout dépend des critères que l'on prend et il m'avait dit tout dépend dans quel club vous voulez le faire jouer. Bah ouais, c'est sûr que même quand tu regardes actuellement, même on va dire dans des clubs de milieu de tableau ou quoi que ce soit, un gardien qui fait 1m82, ça court pas les rues quoi. Keylor Navas fait 1m84 ou 85, il fait que 3 cm de plus que Casillas, mais t'as une image beaucoup plus imposante de Navas dans la cage. Casillas, en fait, t'as ce sentiment d'être un peu un gardien félin qui fait vraiment du coup qui compense vraiment son déficit de taille par une rapidité d'exécution pour sortir dans les pieds, pour des arrêts réflexes sur sa ligne. J'ai beaucoup de souvenirs de parades à bout portant où il tend la main en termes de réflexes. Là où il était très fort, et d'ailleurs Christophe Lolichon le dit très bien, c'est sur le côté j'attire la balle. Il y avait vraiment ce côté-là et aussi une grande sécurité dans ses prises de balle, je trouve. Et moi, en vrai, quand j'ai revu un peu des images, et je sais pas, même dans la gestuelle et tout, alors je sais pas si vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé une comparaison avec Hugo Lloris un peu. C'est-à-dire que jeu au pied moyen, déjà tous les deux gauchers, jeu au pied moyen, pas forcément hyper à l'aise dans le domaine aérien, mais par contre sur la ligne, cette capacité à attirer les ballons et à faire des parades ultra spectaculaires sur des frappes où on pense qu'il est déjà battu. Et en fait, j'ai vraiment retrouvé cette qualité-là chez Casillas, cette faculté à être hyper explosif, à bondir dans des situations vraiment compliquées, à être très fort dans le 1 contre 1. Voilà, on a le sentiment qu'il comprend très bien ce que va faire l'attaquant. Une vraie faculté d'anticipation de ce qui va lui être proposé en face. Le côté explosif dont tu parles, ça fait que c'est des gardiens dont on a pas mal de parades en tête, pas mal de moments un peu plus forts peut-être. Et Casillas, ça a très souvent été spectaculaire, mais surtout décisif dans les moments très importants du Real Madrid et en particulier de la sélection, je trouve. Meilleur gardien de l'Euro 2008 remporté par l'Espagne. Il est évidemment meilleur gardien de la Coupe du Monde 2010 et de l'Euro 2012 également remporté par l'Espagne. Casillas, voilà, il a beaucoup marqué les esprits. Il y avait aussi cette finale de Coupe du Monde 2010 où il écœure Arjen Robben sur des face-à-face. Il change l'histoire de l'Espagne presque, hein, parce que t'as ce côté, ils sont champions d'Europe en titre, mais s'il fait pas cette parade, c'est les Pays-Bas qui sont champions du monde. Peut-être pas de Coupe du Monde quoi. Pour le coup, je trouve que ça rejoint un côté chez Casillas que je trouve très fort. Et là, on comparait tout à l'heure avec Buffon. On disait qu'il y avait une image un peu de loser chez Buffon. Pour le coup, Casillas, c'est un match winner. C'est vraiment un gagnant exceptionnel. 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde, 1 Euro. Ça n'a pas forcément un palmarès national incroyable, mais par contre, sur les grands titres, c'est très 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 fort. Et cette précocité. Le gars, il arrive à 19 ans, il est titulaire en finale de Ligue des Champions. J'ai regardé, c'est le plus jeune gardien de l'histoire d'une finale de Ligue des Champions. Et il la gagne donc la Ligue des Champions 2000. Et il est dans le groupe pour l'Euro 2000 avec l'Espagne à 19 piges. Voilà, je trouve ça vraiment très très fort, ce côté à la fois gagnant et ce côté avoir réussi à s'imposer très jeune dans un club comme le Real, même s'il y est formé, c'est exceptionnel. Précocité et accès au très très haut niveau tout de suite, forcément, quand tu es formé au Real Madrid. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné. Il a disputé la Ligue des Champions lors de chacune de ses saisons professionnelles. Il n'y a pas une saison où Casillas n'a pas disputé la Ligue des Champions. C'est juste énorme. 177 matchs de Ligue des Champions au compteur. C'est le deuxième total de l'histoire derrière l'ami Cristiano Ronaldo. Quand vous enchaînez autant de matchs de haut niveau, c'est pas surprenant derrière de le voir être aussi décisif dans des moments importants en fait. Décisif, mais je trouve qu'il a, à la différence de Buffon, il a un côté sous-estimé. On parle de l'Espagne, mais en 2008, au final, les joueurs qui vont ressortir, ça sera peut-être plus David Villa ou Fernando Torres par rapport à la finale. En 2010, tu as le but de Iniesta, c'est le symbole de cette victoire mondiale de l'Espagne. Et en 2012,
c'est un sentiment plus général de supériorité de la supériorité espagnole durant tout le tournoi. Et même avec le Real Madrid, au final, il a 3 Ligues des Champions. Mais oui, tu parles de 2000 parce qu'il a un record précocité. Mais sur les autres, c'est pas lui qui va ressortir comme étant le facteur X de ses succès madrilènes. Et je trouve qu'il a vraiment un côté sous-estimé dans ses performances, quoi. Ouais, je suis carrément d'accord parce que en fait aussi dans les succès avec l'Espagne, c'était une Espagne très Barça. Donc du coup lui avec son image réelle, bah on le voyait un petit peu différemment, bah comme un peu on disait qu'on sous-estimait Xabi Alonso quand on en a parlé dans notre jeu en triangle par exemple. Je trouve qu'il y a un peu la même dynamique derrière tout ça. Et c'est un peu ce que je me suis noté, c'est en gros quelle image on aurait de Casillas si on avait mis Casillas à la place de Victor Valdés au Barça. Christophe Luchon il en parle très bien de l'évolution de Victor Valdés grâce à Guardiola. En fait Casillas, je suis sûr qu'il aurait pu faire exactement la même évolution si on lui en avait donné la possibilité. Et en fait du coup là on aurait une image peut-être un peu différente du gardien qu'il était. Ouais, puis après c'était plus facile aussi, tu faisais la comparaison avec Buffon, de ressortir le gardien quand tu évolues dans des équipes qui brillent plutôt dans leur organisation défensive. Forcément tu ressors moins Casillas avec l'Espagne qui a le ballon, qui est assez impressionnante offensivement, avec le Real qui est un club à la culture numéro 9, attaquant, où on va très souvent mettre en avant les buteurs, etc. Donc il a un peu payé aussi les équipes dans lesquelles il en a profité évidemment pour son palmarès et pour sa carrière, mais il l'a un peu payé en termes de reconnaissance individuelle. Après, il y a une trajectoire peut-être un petit peu moins lisse que Buffon ou même que Neuer, parce que lui, il a eu, notamment avec Mourinho, quelques soucis. Même ensuite, quand Ancelotti est arrivé, il y a une saison où il remporte la Ligue des Champions, il dispute tous les matchs de Ligue. C'est lui le gardien pendant la Ligue des Champions, mais il joue moins en Liga. Il a été un peu plus remis en question que les deux autres Casillas tout au long de sa carrière. Ouais, bah moi j'en reviens à ce syndrome du gardien qui a un nom et qui, entre guillemets, qui n'accepte pas d'être remis en cause. Parce qu'on parle de sa relation conflictuelle avec Mourinho, mais c'est aussi parce que lui n'acceptait pas d'être sur le banc et qu'il est allé au fact. Après, Casillas, dans la pensée des Madrilènes, ça reste le joueur qui a été avec Raúl au sein des Galactiques, la représentation même de la formation à la madrilène, Saint-Nicaire. Il savait que derrière lui, il allait avoir une pression populaire et un engouement populaire qui allait être pour lui. Et il en a joué. Et je trouve que, voilà, comme je disais avec Buffon, c'est ce qui me dérange un peu chez les gardiens. C'est de cette remise en cause qui n'est pas acceptée avec l'âge et que tu te dis, bah ouais, j'ai peut-être 35 ans, mais je me sens encore jouer, et tu n'acceptes pas qu'un gardien plus jeune puisse te déloger, je trouve. On est bon sur Iker Casillas, on va passer à la froideur allemande de Manuel Neuer. Alors Manuel Neuer, c'est le plus jeune des gardiens de ce numéro-là. 35 ans, 1m93, Schalke 04 entre 2006 et 2011, le Bayern Munich depuis. On écoute ce que Christophe Lolichon nous a dit à son sujet. Alors là, c'est un autre type. L'école allemande a vraiment bien évolué au début des années 2000. Et il y a un garçon qui a fortement influencé Manuel Neuer, c'est Pep Guardiola. Et tout le monde en a profité. Forcément, le Bayern et bien sûr la sélection nationale. Donc vous savez, Pep Guardiola, il a influencé Valdés, qui était un bon gardien sans être un gardien exceptionnel, mais il est devenu un très bon gardien pour le style du Barça. Pep Guardiola, il a influencé Manuel Neuer, qui a complété son panel de qualités grâce à une prise de conscience de l'espace qu'il pouvait occuper. Et puis Pep Guardiola, il influence aussi Ederson à Manchester City. Donc on voit le rôle important de ce coach, parce que ça correspond, il recherche des gardiens dans ce style-là. Donc il les entraîne dans ce style-là. Alors ils sont, bien sûr, Neuer a une palette technique extrêmement complète. Au pied, il est très très confiant. Et en plus, quand vous avez à la fois, vraisemblablement, je ne connais pas les entraîneurs de gardiens qu'a eu Neuer au Bayern, mais quand vous avez un coach qui, même si vous faites une erreur, vous enlève la pression en vous disant que c'est lui le coach qui est responsable si vous faites une erreur dans vos relances, vous êtes dans un contexte fantastique. Hein. Alors Manuel Neuer est un garçon intelligent, c'est quelqu'un qui est serein, c'est quelqu'un qui rassure, c'est quelqu'un qui a le sens du jeu, qui a le sens de l'anticipation. Donc c'est un autre style de gardien. Donc finalement, parmi ces trois gardiens, tous à travers leur style, adaptés à l'époque où ils ont joué, ils ont été prépondérants.
Alors évidemment, ce qui ressort des propos de Christophe Lolichon, c'est le côté extrêmement moderne de Manuel Neuer, sa palette très très complète. Neuer fait partie de ces joueurs, parce qu'on va dire les joueurs en général, on va pas isoler les gardiens sur ce coup-là, qui font évoluer leur sport en fait, tout simplement. Ouais, bah, il a eu la chance de passer entre les mains de Guardiola à un moment, mais il avait ses qualités intrinsèques au départ. En effet, il y a ce profil physique déjà un petit peu anormal. Quand tu fais 1m93, mais que tu restes hyper véloce, très souple, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui ses limites. Ça pourrait être un gymnaste quasiment, même si c'est pas trop la taille adéquate pour ce genre de sport, mais on a cette impression-là. Et aussi, il y a ce côté, en effet, comme tu dis, cette évolution, là, on a l'impression qu'il y a un template qui a été bâti en fonction de Manuel Neuer, et que maintenant, on veut que tous les gardiens collent à ce côté-là, c'est-à-dire, le mec fait entre 1m90 et 1m95, est fort au pied, capable d'intervenir, voilà, vraiment une palette hyper complète qu'on réclame. Et ce que je trouve intéressant, c'est à quel point ça a symbolisé l'école allemande. Aujourd'hui, on met beaucoup en avant cette école chez les gardiens. Et si tu reviens 20 ans en arrière, l'école allemande, c'était Oliver Kahn. Oliver Kahn, c'est quand même très différent dans le style. Donc c'est pour ça, je trouve qu'on a aujourd'hui une image hyper romantique, on va dire, du gardien allemand, alors qu'à une époque, c'était... je vais être un peu méchant, mais avant tout un bourrin, quoi. Des grandes pralines devant. Non, mais c'est vrai que c'est la bascule qu'il y a eu au début des années 2010, un peu avant aussi, hein, parce que Neuer, quand il commence, c'est bien avant. Mais tu as ce côté, ouais, comme disait Christophe Lolichon, tu n'as plus ce côté gardien de but, mais de ce côté gardien joueur, quoi. C'est vraiment... Il parle de Guardiola, mais si on regarde bien ses matchs à Schalke avant, à ses tout débuts, il avait déjà cette capacité balle au pied, cette volonté de jouer comme un troisième libéro dans la défense de Schalke. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ses débuts à Schalke, il a une trajectoire, il est précoce, mais pas précoce dans le sens où il va aller tout de suite au très haut niveau. Il fait 3 ou 4 saisons à Schalke dans son club formateur, et du coup il a une ascension qui est beaucoup plus rectiligne, longiligne, rectiligne, et qui lui permet d'arriver au Bayern Munich. Et à Schalke, il a pu avoir ce contexte familial tout en touchant au très haut niveau, parce que sous son règne, ils font une demi et un quart de finale de Ligue des Champions. Et quand tu regardes de Schalke où ils en sont aujourd'hui, bon, ça n'a rien à voir avec le départ de Neuer, mais il a réussi à placer Schalke comme un contender, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique, et un contender en Allemagne et sur la scène européenne, quoi. Ouais, ils sont 2 fois vice-champions d'Allemagne pendant que Neuer est leur gardien. Ils gagnent une Coupe d'Allemagne. Et après le match contre Manchester United dont tu parlais, Ferguson qui déclare: c'est peut-être la meilleure prestation d'un gardien de but que j'ai vu dans ma carrière. C'est pas rien quand même. C'est-à-dire que tu te construis déjà une réputation extrêmement solide alors que t'es pas encore dans le gratin européen. Pour revenir à refaire une petite parenthèse sur son jeu au pied, il a réussi 7 passes décisives depuis le début de sa carrière, Manuel Neuer. Record égalé de Jens Lehmann. Ah, c'est assez autre allemand, du coup. C'est assez surprenant. Enfin, je m'y attendais pas forcément avec Jens Lehmann. Mais du coup, il a aussi le défaut de ses qualités. Parce que ce jeu au pied, ce positionnement très haut, ça donne lieu inévitablement à des bourdes qu'on ne voit pas forcément chez d'autres gardiens. Quelques sorties ratées. Et donc, quand il se rate, c'est dans les grandes largeurs. Et je me souviens notamment Mondial 2018 où il sort... Enfin, il monte même sur un corner. C'est contre le Mexique, je crois. Non, contre la Corée du Sud de Minson. Ouais. Et il a le ballon dans les dernières minutes. Le corner est repoussé. Il a le ballon. Il tente un crochet. Il se fait prendre le ballon. Grande transversale. Et Son, il va marquer dans le but vide. Donc, ça donne lieu quand même à des erreurs assez spectaculaires de temps en temps. Ouais, c'est comme tu dis, c'est le défaut de ses qualités. La prise de risque, elle est tellement grande chez Neuer, parce qu'il y a en effet cette prise de risque balle au pied, cette prise de risque dans l'anticipation, dans la gestion de la profondeur, parce que pour gérer cette profondeur, quand on est gardien, il y a forcément une prise de risque énorme quand il sort à 25 ou 30 mètres. J'ai l'image encore au dernier Allemagne-France à l'Euro, où il y a des fois où tu vois Mbappé partir, tu te dis bah c'est bon, il est face à face. Maintenant en fait Neuer il a coupé la trajectoire de la passe, alors que tu dis la passe ça va, elle est un peu longue mais ça passe. Donc c'est vraiment impressionnant, et je trouve que
ce qui est fort, c'est qu'il est aussi fort dans cet exercice de gérer la profondeur et d'être imposant en dehors de sa surface. Et par exemple, si tu as le 1 contre 1 qui vient à se présenter, là aussi il est très fort dans le sens où je trouve que c'est le meilleur pour ne donner aucune indication à l'adversaire. Pour rester debout, prendre une place énorme. Il y a un côté un peu gardien de hand chez Neuer. T'as l'impression qu'il plonge jamais. En fait, il se déplace, mais en gros, ça va être des arrêts avec le pied, des arrêts avec la main, mais en restant un peu tout droit. Des fois, t'as l'impression qu'il fait l'étoile de mer dans son but et il prend une place monstrueuse. Franchement, je trouve que c'est un gardien. Si on doit être confronté à lui, ça doit être un délire parce qu'il laisse aucune place dans le but, quoi. Ouais, il y a aussi un côté gardien de hockey qui essaye de prendre le plus de place dans sa cage, et je trouve que ça a aussi permis à d'autres gardiens comme Thibaut Courtois de s'en inspirer, où on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gardiens qui restent jusqu'au dernier moment sur leurs appuis et qui ne donnent vraiment aucune indication à l'attaquant. Pour avoir regardé City-Chelsea durant le week-end, t'as Kepa qui fait pareil avec Grealish, où il reste vraiment sur ses appuis au dernier moment et il se met sur ses genoux vraiment à la manière d'un gardien de hockey et il dévie le ballon du bout du pied. Et ça, c'est quelque chose que dans les années 2000, on ne voyait pas du tout et qui fait la différence avec un Buffon et peut-être moins avec un Casillas, du coup, qui était beaucoup plus bas sur ses appuis, donc il y avait plus la possibilité de le faire. Mais c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est vraiment ce qui fait la différence entre les gardiens des années 2000 et la nouvelle génération 2010-2020. Quoi. C'est vrai que ce genou à terre, c'est vraiment une marque de fabrique des gardiens modernes qu'on ne voyait pas avant, où on voyait plus, j'ai des images de Buffon qui arrivent, les fesses presque par terre, les appuis très bas, c'est vraiment des gestuelles complètement différentes. Neuer, c'est celui, je trouve, parmi les trois, où on s'est le plus dit à un moment, c'est le meilleur du monde actuellement. C'était extrêmement flagrant, je trouve qu'il y a une période, vous parliez de mur tout à l'heure, c'était vraiment ça, vers 2014-2015, où j'avais l'impression que si tu jouais contre Neuer, tu ne pouvais pas gagner. Je me rappelle de sa parade notamment face à Benzema en quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Alors, c'est pas forcément l'homme du match en finale de la Coupe du Monde, contrairement à Buffon et Casillas qui avaient été beaucoup plus artisans des gros titres de leur sélection. Mais cette période-là, notamment au Bayern aussi, c'était assez impressionnant. Et je trouve que l'équipe de France et Antoine Griezmann avec l'Atlético ont participé à refaire de Manuel Neuer un être humain au bout d'un moment. Griezmann, je me rappelle qu'en Ligue des Champions, je crois que c'est en 2016, il commence à gagner des face-à-face, des 1 contre 1 avec Neuer. L'équipe de France élimine l'Allemagne à l'Euro. Je trouve que mine de rien, Neuer est redevenu peut-être un être humain à ce moment-là. Toujours la France et l'Allemagne. On sait remettre les Allemands à leur place, ça fait toujours plaisir. Et non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, et je trouve que un côté un peu sous-estimé chez Neuer, c'est son côté leader. Alors on disait en effet un charisme pas débordant, je trouve auprès du grand public il dégage pas grand chose, mais ça sait faire passer des messages en conférence de presse, il est plutôt bon. Et là par exemple sur l'exemple du dernier Euro, son histoire du brassard arc-en-ciel pour la communauté LGBT, on sait que l'UEFA est pas très fan de ce genre de message, lui il a dit je m'en fiche, en fait je vais porter ça, alors qu'on sait qu'il y avait une petite polémique avec la Hongrie notamment à ce moment-là. Donc je trouve que c'est un leader plutôt positif. Il dégage pas forcément une aura exceptionnelle, mais c'est un leader plutôt positif dans ce qu'il dégage auprès des gens. Ouais, et puis je trouve qu'il y a un côté aussi où on n'appuie pas beaucoup, c'est sur sa capacité mentale. Parce que là, tu parlais à Arthur de 2016. Ça correspond aussi un petit peu au déclin qu'on a pu avoir de Manuel Neuer, surtout à la période 2017-2018, où il enchaîne quelques blessures, je crois une blessure en métatarse, qui tient 8 mois, éloigné 8 mois des terrains avec des rechutes, et qui correspond aussi en même temps à l'ascension de Ter Stegen du côté du Barça. Et c'est vraiment une période où tu as une vraie remise en cause de Manuel Neuer au sein même de la sélection, à se demander, il y avait presque une politique de pro Ter Stegen pour être titulaire à la Coupe du Monde 2018. Et il a finalement eu ce regain d'énergie, cette faculté mentale à se remettre au niveau. Il revient pour le Mondial 2018. Bon, ça fait un flop, il n'est pas à 100%. Mais on voit que depuis 2018 et ce retour, il est redevenu la muraille qu'on a connue pendant ses premières années au Bayern. Et il a vraiment eu 2 années de creux avant de pouvoir remonter au plus haut niveau, quoi. Peut-être pour terminer, l'aspect mental, il est important évidemment dans les séances de tir au but. Christophe Loluchon nous en parlait dans son souvenir d'une de ces séances.
En carrière, Neuer en club, 22 pénaltys arrêtés sur 71, c'est 31% d'arrêts sur penalty. C'est à peu près semblable à Gianluigi Buffon, je crois qu'il y a 32-33%. Et Casillas est un petit ton en dessous. Voilà, j'aime bien parler quand même des pénaltys quand on évoque les gardiens de but. On est bon, messieurs, on va pouvoir passer au temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. David, à toi l'honneur. Et ben en titulaire, je pense que vu tout les éloges que je lui ai mis, on s'en doute, hein, c'est Manuel Neuer. Comme tu l'as dit Arthur, c'est vraiment le gardien qu'on s'est dit, c'est le meilleur gardien du monde. Il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de débat comme a pu y avoir entre Casillas et Buffon, où on s'est toujours demandé lequel des deux était le plus fort. Il finit 3e du Ballon d'Or en 2014. Il est le capitaine d'une sélection allemande qui a retrouvé les sommets. Il est le capitaine d'un Bayern Munich qui roule sur l'Allemagne et qui roule sur l'Europe depuis une dizaine d'années. Pour moi, il n'y a aucun débat possible. C'est lui l'archétype du gardien moderne et en même temps le précurseur de ce nouveau type de gardien. En remplaçant, je vais mettre Gianluigi Buffon par rapport à la longévité de sa carrière, par rapport à l'aura. J'ai un regret par rapport à cette parenthèse parisienne pour moi qui n'aurait presque jamais dû exister. Elle détonne par rapport au reste de sa carrière où il a commencé dans son club formateur. Il est allé un step au-dessus à la Juve où il est devenu l'un des symboles de cette Juve en restant en 2006 pour la relégation. Et ensuite là, revenir dans son club formateur à Parme pour boucler à boucle. Et je trouve vraiment que cette parenthèse parisienne fait tâche entre guillemets dans son parcours. Et enfin, je mets Casillas au placard. Il a un palmarès comme peu en ont. Il a commencé à 19 ans. Il a même été appelé en pro à 16 ans, même s'il n'avait pas fait ses débuts. Mais je trouve qu'au niveau du type du gardien, il a beaucoup plus de défauts que les deux autres. Comme on disait, il peut moins s'adapter à l'évolution du jeu et du poste de gardien. Alors moi, Iker Casillas, je vais le mettre titulaire parce que, alors là pour le coup, je vais jouer avec ce qu'on s'est dit au début sur le côté thème 21e siècle. Mine de rien, Casillas était là au début du 21e siècle comme une référence très rapidement et il a continué de marquer le 21e siècle jusqu'à il y a encore quelques années. Donc je vais le mettre titulaire pour sa longévité en Ligue des Champions, pour le nombre de matchs de très très haut niveau dans lequel il a été décisif, pour ses 3 titres de suite avec la sélection espagnole, tous ces moments forts, il en a plus que les deux autres pour moi, donc je vais valoriser ça. En remplaçant, je vais mettre Manuel Neuer, parce que pour le coup, lui, il a lié un palmarès avec une polyvalence dans les qualités qui est absolument extraordinaire, donc il a révolutionné le jeu, en plus de garnir l'armoire à trophées. Je mets juste un petit bémol quand même, quelque chose qu'on n'a pas évoqué. N'oublions pas qu'il doit être exclu pour cette sortie kamikaze face à Gonzalo Higuaín. Si c'est Anthony Lopez qui fait cette sortie, on en parle encore aujourd'hui. Je voulais quand même qu'on en reparle parce que j'ai jamais digéré ça. J'étais complètement pour l'Argentine pour cette finale. Il a complètement cartonné Higuaín. C'est l'école allemande à Ratschmar. Ouais, non mais franchement, donc ça, je l'ai pas digéré. Je tenais à le dire. Au placard, malheureusement, je suis obligé de mettre Gigi Buffon. Quand on doit départager 3 monuments comme ça, pour le coup, c'était vraiment serré, mais tu es obligé d'arriver avec des arguments un petit peu moins rationnels, de parler un peu plus de feeling. Moi, il m'a un peu moins fait vibrer que les deux autres dans le style. Et puis, il a eu, contrairement aux deux autres, à chaque fois, chaque saison ou presque, vraiment des murs défensifs devant lui, à part au PSG, évidemment. Mais... c'est terrible. C'est presque c'est pour toi. mais voilà, donc un petit peu moins fan du style Gigi Buffon, même si je suis complètement fan de l'homme, évidemment. Alors pour moi, ça sera Manuel Neuer en titulaire, parce que trop impressionnant, trop fort. Je pense que c'est le seul gardien où je me dis quand mon équipe l'affronte, que ce soit l'équipe de France ou le PSG, ça va être un problème, ça va être une galère. Et je pense que j'ai jamais eu vraiment ce sentiment avec Casillas ou Buffon. Chez Neuer, il y a une espèce de force tranquille, quelque chose qui dégage d'hyper intimidant, je trouve. Et donc du coup, on a l'impression c'est un peu un mec sans faille. Et il y a quand même, mine de rien, des beaux petits trophées dans l'armoire.
Il y a une constance au haut niveau que je trouve assez impressionnante et le fait qu'il ait révolutionné son poste et son sport, comme tu le disais Arthur, bah forcément ça joue très fort dans mon appréciation de Neuer. En remplaçant, je vais prendre Casillas parce que, en effet, assez difficile de départager Casillas et Buffon, mais en fait, je vais départager sur le côté winner. Chez Casillas, il y a un côté, très souvent, ça a gagné des grands titres. Ça n'a pas perdu beaucoup de finales, même des grandes finales, je ne crois pas qu'il en ait perdu. Donc du coup, je trouve que ça joue très fort. C'est pas un hasard en fait. C'est pas que ah ouais, mais t'es le gardien d'une super équipe qui était supérieure. Non, au bout d'un moment, quand t'es toujours là au bon moment, c'est plus un hasard. Donc voilà, des moments très forts dans des matchs très importants. Donc je trouve que ça, c'est vraiment une qualité que je valorise. Et voilà, Buffon, je le mets au placard parce que image un peu de loser attaché à des échecs forts, notamment à Paris, et je suis bien placé pour le savoir vu que j'étais au parc ce soir de Manchester. Voilà, c'est sympa ces stats de penalty, mais il pouvait sortir sur le Rashford aussi. Donc non, mais voilà, chez Buffon, il y a, voilà, comme tu dis, il y a une espèce de classe, un charisme, quelque chose que j'admire beaucoup. Et en effet, j'ai envie d'aller boire un café avec Gigi Buffon. Mais si je devais choisir un gardien parmi les trois, clairement, ce serait celui que je prendrais en dernier. Alors, celui qui correspond le plus à l'idée que je me fais du poste de gardien, c'est bien sûr Manuel Neuer. Parce que son influence sur le jeu est énorme. C'est le 11e joueur de l'équipe. Parce qu'à la rigueur, on pourrait presque dire qu'il est un numéro 1, presque collé à la charnière centrale, ou s'il joue à 3, il est celui qui est le libéraux des 3. Le deuxième, c'est là que c'est le plus compliqué pour moi. Je vais vous dire Buffon, parce que faut en nommer un, mais l'écart, dans l'appréciation de leur performance et de leur palmarès, je me suis amusé à calculer le nombre de titres. Les deux plus titrés, je pense que c'est Neuer et Buffon avec 28 titres. Et je compte pas le titre de série B de Buffon. Par contre, je compte le trophée des champions en France. Et Casillas a 21 titres. Toutes compétitions confondues, équipe nationale et club. C'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. Donc je mettrai Buffon en numéro 2 parce qu'il est plus grand que Casillas. Je vais tomber dans l'absurdité. Il est à 1m91. Et puis il avait une aura, puis une longévité qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et le troisième, c'est pas un placardisé, c'est Casillas, mais grand respect à lui avec tout ce qu'il a fait au Real, à travers d'ailleurs tous les épisodes qu'a rencontré le Real. Il y a eu un seul épisode un petit peu plus noir pour lui, c'est lors d'un entraîneur portugais, mais bon, ça peut arriver dans une carrière. Bon, on arrive au bout de cet épisode. On remercie une nouvelle fois Christophe Lolichon de nous avoir accordé du temps. On ne peut que vous inviter à aller écouter l'entretien en intégralité sur YouTube, un entretien sur lequel on a un peu dépassé ce débat sur ces 3 joueurs. On est allé un petit peu plus loin, c'était très très intéressant. N'hésitez pas non plus à noter l'épisode, à le partager, à mettre les petites étoiles, vous connaissez la chanson. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci à vous deux, David et Geoffrey, et puis à très vite. Merci les gars. À plus. À bientôt.